Donc merci beaucoup d'avoir l'occasion de présenter. En fait, je présente un travail qui a été exécuté par Vinciane, mené par Vinciane Badouard, qui est une doctorante au labo, enfin qui a travaillé sur 2 labos, AMAP et puis Ecofog en Guyane, et qui est encadré par Géraldine Deroire et Éric Marcon et moi-même. Et donc le cœur de ce que je vais présenter là, de son étude, c'est une partie d'un chapitre de sa thèse, fait un peu écho à ce que vient de présenter Fabien. Dans la mesure où, quelque part, finalement, on cherche également à prédire et à décrire le microclimat en forêt dense, tropicale également, à partir de lidar. Simplement, on va voir que l'approche est assez différente dans l'esprit. Donc, si je peux. Voilà. Donc, pourquoi Vinciane s'intéresse-t-elle, pardon, au climat radiatif? En fait, son objet d'étude, c'est les communautés de sous-bois, les communautés d'arbres de sous-bois. Et bon, on sait, par de nombreux travaux et d'observations que finalement, le régime lumineux est un axe majeur de la niche écologique des espèces tropicales en particulier. Et ce régime lumineux, en fait, il a un impact non seulement en termes d'énergie disponible pour la croissance, mais impacte également le microclimat associé. La particularité de l'ambition de Vinciane dans ce travail, c'est en fait d'essayer d'intégrer dans la niche des espèces l'aspect ontogénique, c'est-à-dire que les besoins en lumière varient potentiellement en fonction du stade de développement, de la graine jusqu'à l'arbre adulte, fructifère. Et c'est un peu l'origine enfin, ce qui a motivé son travail. Donc, pour le dire autrement, en fait, elle a besoin, on part de très loin en forêt tropicale, il y a beaucoup d'espèces. Là, sur le site sur lequel elle travaille, il y a plus de 600 espèces d'arbres. Donc, évidemment, on ne connaît pas beaucoup sur le plan du fonctionnement écologique, si bien que une des premières choses à faire, c'est un peu les classer en termes de besoins en lumière. Et donc, son idée, c'est de calculer finalement pour chaque arbre dans un inventaire forestier spatialisé dense, quel est le niveau d'éclairement reçu, et à partir de l'éclairement reçu, finalement, essayer de caractériser la niche, alors soit directement, comme l'évoquait Fabien dans un moment précédent, ou en intégrant, comme il en a parlé aussi, finalement d'autres facteurs environnementaux qui pourraient aider à raffiner la niche. Donc finalement, le principe, il est relativement simple. Le principe qu'elle a retenu, c'est donc à partir de levée lidar et d'un modèle de caractérisation de l'atténuation de la lumière dans la canopée. En fait, on produit un modèle 3D d'atténuation de la lumière, donc de la transmittance de la canopée finalement. Après, on va simuler à partir de ce modèle 3D explicite, finalement, des transmittances reçues à différents points dans la canopée, à partir d'un modèle d'insolation. Et ces données-là vont être comparées à des données de capteurs qui sont placés sur site, par 2 types de capteurs, donc je vais rapidement décrire, je crois, juste après. Alors juste avant, effectivement, donc une des caractéristiques, on l'a très bien vu sur les photos, de l'exposé précédent, des forêts tropicales, c'est d'être, non seulement haute, mais très dense, et ça, c'est très riche. Donc finalement, c'est autant de difficultés, pour Vinciane, par rapport à son objectif initial. Et cette densité, en fait, fait que, on en parlait un petit peu, finalement, la caractérisation du sous-bois est difficile. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'occlusions et effectivement, c'est assez mal décrit en bas. Pour rappel, elle s'intéresse en particulier à l'assemblage des espèces de petite taille ou des individus de petite taille, donc dans le sous-bois, finalement, donc il y a un gros enjeu à bien décrire le sous-bois. Du coup, la première idée était d'utiliser le MLS donc au sol. En fait, il y a des progrès assez rapides, hein, sur ces techniques-là et donc des pénétrations assez importantes et c'est beaucoup plus rapide à placer que du TLS. Comme l'ambition, c'est de faire beaucoup d'arbres, on était parti sur cette hypothèse-là et on voulait comparer ce MLS avec des approches plus classiques et à plus fort pouvoir recouvrant que sont l'avion ou éventuellement le drone, en testant éventuellement, différents niveaux de pénétration du signal et différentes densités, selon les porteurs utilisés et les vecteurs utilisés. Les vecteurs, pardon, et les capteurs utilisés. Cependant, les premières observations qu'on a faites, donc ça c'était un profil au MLS, laissent voir en fait que le sous-bois est très encombré. C'est pas une surprise. On s'est rendu compte que c'était pas du tout facile pour un opérateur de parcourir la forêt de façon avisée
et que l'encombrement générait des problèmes liés en fait aux caractéristiques du lidar. En particulier, proche de la tête de laser, en fait, il y a une zone qui est aveugle dans la plupart des lasers. Celui qu'on utilisait, ça fait 50 centimètres à peu près. Or, l'opérateur, qui doit, voilà, passer, sous des lianes, des palmes d'arbres, éventuellement des nids de guêpes, et partir en courant, beh, il ne contrôle pas exactement, en fait, son parcours et souvent il frôle des objets, ce qui génère, en fait, des faux tirs traversants ou des tirs sans retour, qui ne sont pas synonymes d'absence de végétation. D'autre part, la géométrie d'acquisition de ces systèmes-là est assez complexe, donc il faut un petit travail de régénération de cette géométrie d'acquisition avant de pouvoir, simuler le lancer de rayons qui permet d'arriver à l'estimation d'atténuation, et cetera. Donc ça, c'est un problème très difficile. Par contre, sur les aspects zone aveugle, je pense que ce serait utile de discuter avec les spécialistes d'Elvox, parce qu'apparemment, ils sont en avance sur nous sur ces problèmes-là. Et on n'a pas complètement résolu cette affaire. Et du coup, comme on n'avait pas disons, de modèle de traitement de ces données propres, finalement, on a abandonné dans l'étude la comparaison avec le LIDAR MLS. In fine, donc, on compare trois capteurs. Donc, très brièvement, donc un LIDAR standard, qualité recherche quand même, c'est-à-dire qu'on a 300 points par mètre carré, hein, mais c'est pris à 1000 mètres d'altitude. Un LIDAR plus pénétrant, où en fait, on va favoriser par un taux de répétition faible, une puissance optique plus élevée, donc une pénétration plus forte, et un drone, lui, qui n'est pas très puissant, mais par contre, qui permet d'avoir des, des densités très élevées. Donc là, on est de l'ordre pour le drone à 2600 points par mètre carré. Et par contre, on voit que le taux de pénétration qui est évalué ici, par exemple, comme la proportion en pourcent des tirs qui atteignent le sol, donc c'est à peine 4%, alors que quand on fait un lidar aéroporté basse altitude, 20% des tirs atteignent le sol, donc ont un écho au niveau du sol. Dans la zone d'étude, bah, c'était Paracou, en Guyane française, donc une forêt qui est moins haute que celle qu'on a vue, que les forêts de dipterocarpe d'Asie, mais plus compacte, c'est-à-dire plus dense. Et le jeu le jeu de données sur lequel Vincennes a travaillé correspond à une surface d'environ en fait, de 4 hectares, sur laquelle les trois capteurs lidar ont été testés. Et les données, les mesures de terrain de calibration, donc il y a deux types, il y a des capteurs de luminosité en fait, qui sont en poste sur le long terme, hein, qui sont placés sous la forêt, et puis on a fait des transects dédiés au LAI 2000. L'intérêt du LAI 2000, en fait, c'est qu'il permet de faire des mesures de lumière par angle d'incidence. Donc c'est divisé en secteurs angulaires, et on a des mesures de transmittance. Si on a un capteur entroué et un capteur en forêt, on fait des mesures simultanées, on va avoir en fait des mesures de transmittance par secteur angulaire. Donc, il y avait deux transects qui ont été déployés sur le site dans le cadre de cette étude. Donc, en termes de résultats, un petit résultat préliminaire, c'est qu'en fait, il y a une assez bonne cohérence entre les mesures faites avec des capteurs OBO, donc des capteurs de luminosité, et des mesures instantanées au LAI 2200, sachant que les deux échelles sont absolument pas compatibles, il ne faudrait rien avoir, hein. Et donc, on voit que la variabilité de l'intensité lumineuse mesurée, que ce soit en luxe avec un capteur type OBO ou en lumière bleue pour les rings, en fait, les secteurs angulaires les plus verticaux, sont assez proches. Ce que vous voyez là, c'est un des transects où les mesures sont faites tous les 10 mètres. Là. Bon, le résultat important, c'est ça, hein, s'il y a une chose à comprendre, c'est cette diapo-là. Donc là, on compare sur cette diapo, finalement, sur un transect, là pour le coup, le transect le plus court, mais où les mesures sont les plus rapprochées, donc tous les 2 mètres. La variation de la lumière mesurée au LA 2000 sur le ring le plus vertical, donc ça c'est la courbe rouge. On la compare aux différentes modalités d'acquisition lidar aéroportée. Donc la LSO, entre guillemets, c'est le standard. La LS bas, c'est le vol qui a une puissance plus forte, mais une densité d'échantillonnage plus faible. Et l'UAV, donc c'est l'ULS. C'est l'acquisition qui permet d'avoir une très forte densité, par contre une pénétration relativement faible. On voit que finalement tous ces capteurs captent remarquablement bien les variations. Donc en gros, les micro-trouées dans la canopée sont détectés efficacement.
Bon, avec un certain niveau de variabilité quand même, et on voit finalement, celui qui a l'air un peu meilleur, c'est celui qui est finalement l'ALS forte puissance et faible densité. Ça, c'était à gauche, et à droite, en fait, là, on compare les transmittances angulaires moyennes. Donc, en fait, là, on agrège sur un transect de données, sur les deux transects, si je ne m'abuse, cette figure-là, les données, non, pardon, intrinsèques, c'est marqué en bas à droite. On agrège les données de tous ces capteurs et on regarde quelle est la transmittance par secteur angulaire. Et là, on voit qu'on reproduit bien, mais ce n'est pas une surprise, la transmittance, l'écart de transmittance entre les visées verticales et les visées subhorizontales. Par contre, on observe aussi qu'il y a une erreur relative importante. Donc ça, c'est l'erreur absolue moyenne relative pour chacun des capteurs. C'est sur l'ensemble du profil angulaire. On voit là encore que finalement, le moins mauvais, c'est l'ALS basse altitude, donc le bleu pâle, mais il y a quand même un biais de l'ordre de 10%. Et le biais maximum pour l'UAV, c'est 30%. Donc, là, pour le coup, là, c'est le résultat le plus difficile à expliquer, donc je ne vais pas trop m'embrouiller. Dans la procédure précédente, donc là, on cherche à expliquer pourquoi ce biais sur les secteurs angulaires. Dans l'hypothèse, dans la démarche précédente, on a fait une hypothèse relativement forte, qui est que finalement, la transmittance est isotrope. Quand on infère en fait l'atténuation de la lumière, on ne se préoccupe pas de la direction de la lumière qui, de toute façon, le plus souvent vient d'en haut, parce que le lidar vole au-dessus de la canopée. Néanmoins, quand on a un drone avec des angles de scan qui sont beaucoup plus variés, on peut effectivement tester cette hypothèse. Donc on l'a testé puisqu'on avait ce drone disponible, ces données drone, et on s'aperçoit que cette hypothèse en fait n'est pas valide et qu'il y a une différence très significative entre la transmittance verticale et la transmittance avec des angles plus proches de l'horizontale. La transmittance à la verticale étant plus faible. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que on a testé si finalement, plutôt que d'avoir une hypothèse d'homogénéité directionnelle, d'isotropie de la transmittance, qui en fait est associée à la distribution sphérique des feuilles, c'est un des types de distribution qu'on peut imaginer. Et la distribution des feuilles, vous notez bien, elle va finalement elle va déterminer l'efficacité d'interception de la lumière selon les angles d'incidence de la lumière. Donc en fait, sphérique, c'est une hypothèse nulle, entre guillemets, où finalement la direction, indépendamment de la direction de la lumière, le taux d'extinction est le même. Manifestement, ce n'était pas valide dans notre cas, donc on a testé une distribution plagiophile. Donc ça veut dire que les feuilles sont plus orientées vers l'horizontale, plus fréquemment orientées à un angle proche de l'horizontale que de la verticale. Et on voit effectivement que ce faisant, on réduit significativement l'erreur. Donc en fait, on a quasiment plus d'erreur en moyenne, et on a une erreur max qui est de l'ordre de 6% au lieu de 10%. Donc vraisemblablement, effectivement, il faut revoir ces hypothèses de transmittance isotrope. Donc, brièvement, c'est dans quelques minutes, oui. Donc, à quoi peuvent servir ce type de données? Donc, finalement, la question initiale de Vinciane, qui est de voir si les conditions, la niche lumineuse change avec le stade de développement, mais elle s'intéresse effectivement à l'hétérogénéité verticale de cette lumière. Et donc là, il y a deux petits graphiques qui essayent de capter cette idée-là. Donc, le graphique de gauche, en fait, on mesure la corrélation entre ce qui est mesuré au sol et ce qui est en canopée. Évidemment, cette corrélation diminue à mesure qu'on s'élève dans la canopée. Ça, c'est pas vraiment une surprise. Elle diminue au point que, arrivé à une vingtaine de mètres, il y a quasiment plus de corrélation, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune valeur prédictive des mesures qui pourraient être faites au sol, de ce qui se passe 20 mètres plus haut. Mais ce qui est plus intéressant peut-être, c'est le graphique de droite, là qui mesure la corrélation entre, disons, le niveau de lumière disponible, entre couches successives, donc du haut vers le bas, pardon, du bas vers le haut. Et on voit en fait que cette corrélation, elle est forte en bas et qu'elle diminue globalement quand on remonte, ce qui également est assez intuitif finalement. C'est-à-dire que l'hétérogénéité de la structure de la végétation augmente quand on s'approche du haut de la canopée. Donc, en conclusion,
du travail de Vinciane, là, je pense qu'on peut résumer, en quelques mots, c'est ce qui est affiché là. Donc le lidar permet effectivement d'estimer, fidèlement, j'ai pas eu je pense que j'ai oublié ce détail, donc c'est des oscillations à 1 mètre de résolution, donc au mètre près finalement. On fait des modèles à une résolution d'1 mètre, dans toutes les directions. On arrive à bien estimer la variation spatiale de de la lumière et y compris avec des réserves quand même la variation angulaire. On note que finalement ce qui est le plus efficace, c'est pas de tirer beaucoup, mais c'est d'avoir des lidars pénétrants. C'est-à-dire qu'ils vont avoir la capacité de générer beaucoup d'échos par tir, c'est-à-dire une fraction de l'énergie va pénétrer jusque bas dans la canopée. Il y a effectivement, la conclusion qu'en fait, il y a une faible, finalement, prédictibilité de ce qui se passe quand on monte dans la canopée à partir de mesures qui vont être en bas, d'où l'intérêt de modéliser effectivement en 3D. Et puis finalement, la prise en compte de l'anisotropie de la transmittance, qui est pas faite de façon très propre dans cette étude pour le moment, mais elle est importante parce qu'elle permettrait de passer vraiment à un modèle biophysique robuste où il n'y a pas de biais dans les niveaux d'énergie de lumière reçus. Parce que pour l'instant, on caractérise bien les variabilités spatiales, donc pas d'études écologiques de niveau de niche, c'est tout à fait pertinent. Mais si on veut un modèle qui soit transposable et universel, donc qui ait des estimations physiquement valides, ben, il va falloir régler ce problème.